Bienvenue. Nous allons commencer cette présentation du réseau des Nations Unies pour le mouvement SON intitulée « Utiliser l'outil FAO-OMS de dissémination de données individuelles de consommation alimentaire au niveau mondial, FAO ou GIFT, pour harmoniser et disséminer des données individuelles quantitatives de consommation alimentaire ». Ce webinaire sera le 4e d'une série de webinaires du réseau des Nations Unies pour le SON, dont la gestion est en coordination avec le Secure Nutrition Knowledge Platform géré par la Banque mondiale. Je m'appelle Aaron Buxbaum, gérante de plateforme Secure Nutrition. Ce webinaire se fonctionne dans l'application WebEx et je voudrais tout d'abord prendre quelques minutes pour vous guider sur son utilisation. D'abord, si vous m'entendez actuellement, vous êtes déjà prêt. Pour vous connecter à l'audio, cliquez sur le menu audio situé en haut de l'écran. Choisissez Connect My Audio et ensuite vous verrez une boîte avec 3 options. Nous vous suggérons de vous connecter avec votre ordinateur en cliquant sur la 3e option qui se trouve en bas. Il est aussi possible d'utiliser votre téléphone fixe ou portable. Ces options se trouvent dans le bouton au milieu de la boîte. Après avoir cliqué sur le bouton choisi, vous n'aurez qu'à appeler le numéro que vous verrez s'afficher. Si vous rencontrez des difficultés en vous connectant à l'audio, nous vous suggérons de fermer le WebEx et vous connecter une deuxième fois. Si cela ne résout le problème, veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et que tous les matériaux seront partagés par email. Encore, si vous m'entendez actuellement, vous êtes déjà prêt. Nous vous invitons à vous présenter dans la chat box et à poser des questions aux intervenants à tout moment. Pour ouvrir la chat box, veuillez chercher en haut de l'écran une image avec le mot chat. Cliquez sur l'image et une boîte s'ouvrira en bas à la droite. Sélectionnez Everyone pour poser une question ou bien pour dire un bonjour, bonsoir. Sélectez Host ou ma collègue Claudia Tranquilli. Si vous avez des problèmes techniques, nous pourrons alors vous aider à résoudre le problème. Ce webinaire durera 1h30. Vous pouvez poser des questions à tout moment dans la chat box et les intervenants y répondront à la fin de la présentation. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je passe la parole à Nicolas Bidault, modérateur de ce webinaire. Nicolas est le coordinateur global adjoint du Réseau des Nations Unies pour le mouvement SON, qui est basé au Programme alimentaire mondial à Rome. Précédemment, Nicolas a travaillé avec UNICEF, ONU-SIDA et le PAM. Il a reçu son doctorat de l'Université de Minnesota aux États-Unis. Nicolas, nous vous écoutons. Merci beaucoup Aaron pour cette introduction. C'est un plaisir pour moi d'animer ce webinaire au sujet de cette initiative très intéressante qui permettra sans doute de rendre les informations sur la nutrition plus accessibles aux personnes impliquées dans la nutrition et en particulier aujourd'hui ces personnes impliquées de langue française. Nous avons déjà conduit, comme l'avait souligné Aaron, 2 webinaires précédents en anglais et en espagnol. Nous avons 2 intervenantes aujourd'hui qui viennent de l'équipe FAO-OMS GIFT et sont basées au siège de la FAO à Rome. Notre première intervenante est Catherine Leclerc. Catherine est une experte en études de consommation alimentaire et en indicateurs nutritionnels basés sur l'alimentation. Elle a rejoint la division de la nutrition et des systèmes alimentaires au siège de la FAO en 2013, où elle dirige l'outil global de GIFT FAO-OMS. Elle a travaillé précédemment comme chercheur senior au Centre de recherche sur les aliments et la nutrition du Conseil pour la recherche en agriculture et en analyse de l'économie rurale.
En outre, elle a été membre de comités scientifiques européens et internationaux dans ces deux domaines. Elle est d'ailleurs auteure de plus de 50 publications dans des revues scientifiques internationales, revues par des comités de lecture. Catherine, je vous invite à nous dire quelques mots en plus si vous le souhaitez. Oui, bonjour Nicolas. Oui, ça me fait plaisir de participer aujourd'hui à ce webinaire en français. On n'a pas souvent l'occasion de faire des présentations sur la plateforme FAOMS Gift en français, et donc je suis contente. J'ai un nom bien français, je suis française, mais je suis aussi italienne, et ça fait plus de 30 ans que j'habite en Italie, donc vous reconnaîtrez peut-être un petit peu d'accent du soleil. Et donc, je serais contente de vous présenter Gift tout à l'heure. Merci beaucoup Catherine pour ces ajouts. Aujourd'hui, notre deuxième intervenante est Pauline Allemand. Pauline a rejoint la FAO en 2014 pour appuyer le développement de l'outil FAO-MS Gift. Pauline se concentre principalement sur le développement de la plateforme de dissémination en ligne, ainsi que sur les protocoles d'acquisition, de validation et d'analyse des données de consommation. Précédemment, Pauline a travaillé à l'Institut de recherche pour le développement en tant qu'analyste. Elle a également collaboré avec plusieurs agences internationales au développement d'outils et d'indicateurs nutritionnels. Pauline détient un master en nutrition dans les pays en développement de l'Université de Montpellier 2. Pauline, je vous passe la parole si vous souhaitez nous en dire un petit peu plus. Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc voilà, sans se concerter avec Catherine, on pensait à peu près la même chose visiblement, qu'on est très contente de faire ce webinaire en français aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de le faire en français, on l'a fait assez rarement. Et pourtant c'est important quand même de faire ce genre de promotion en français, parce qu'on a une grosse communauté francophone qui est intéressée aussi par cet outil. Merci. Merci à vous Pauline. Effectivement, une bonne opportunité de partager cela en français avec nos collègues. Avant de nous plonger dans la présentation, je voudrais en profiter pour vous rappeler ce que nous a dit tout d'abord Aaron, de saisir vos questions dans la boîte de dialogue en sélectionnant Everyone afin de les adresser à tout le monde. Vous pouvez faire cela à tout moment lors de la présentation. Mes collègues ici présents avec moi vont recueillir vos questions et les poser aux intervenantes à la fin de la présentation. Nous vous rappelons également de bien vouloir mettre vos micros en mode silencieux pendant toute la durée du webinaire afin d'éviter les bruits de fond pendant les présentations et les questions. Cela permettra à tous les participants de mieux les entendre. D'autre part, ce webinaire est en cours d'enregistrement. Et les diapositives ainsi que le fichier audio seront disponibles en ligne après la fin du webinaire. Donc encore merci, un grand merci à vous tous pour vous être rejoints à nous, et je passe maintenant la parole à Catherine pour la présentation. À toi Catherine. Sur votre écran, la première diapositive de notre présentation. Avant tout, j'aimerais bien parler du nom de notre plateforme. Donc, c'est un outil de dissémination de données individuelles de consommation alimentaire au niveau mondial. Mais son nom, c'est FAO-WHO Gift, et pour nous, c'est un acronyme très important. Déjà parce qu'il souligne la collaboration entre les deux institutions, FAO et OMS. Et ensuite parce que gift, bien sûr en anglais, ça veut dire cadeau. Et ce qu'on fait et ce dont on parle, c'est de partager des données et de les partager gratuitement. Et donc, on est très content d'avoir cet acronyme. Je commence toujours la présentation sur la plateforme avec cette diapositive qui parle de l'importance d'avoir de bonnes données en fonction du type de mise en œuvre d'approche pour lutter contre la malnutrition. Donc, comme vous pouvez voir sur la partie droite de la diapositive,
quand on a des indicateurs basés sur la santé, à propos de malnutrition, donc par exemple des données qui nous permettent de savoir quel est le pourcentage de carence en certains nutriments comme la vitamine A. Une solution assez facile à mettre en œuvre, c'est la supplémentation. Et par contre, si ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est des approches basées sur les aliments, comme par exemple la biofortification ou l'enrichissement des aliments, bien sûr, c'est utile d'avoir des indicateurs basés sur la santé, mais en plus, il faut nécessairement avoir des indicateurs basés sur les aliments, exprimés en termes de quantité consommée. Par exemple, si on veut fortifier de la farine avec du fer, et ça va être très important de connaître les niveaux de consommation individuelle de farine chez les enfants, chez les femmes enceintes, afin de pouvoir estimer la quantité de fer qui va être ingérée dans les différents groupes d'âge et de sexe. Et si ce qu'on veut, c'est de promouvoir des régimes diversifiés et surtout utiliser le plus possible la biodiversité locale et les aliments locaux riches en nutriments clés. Et ça, c'est, disons, un petit peu l'approche privilégiée par la FAO. Alors, c'est important d'avoir en plus des bonnes données de consommation alimentaire au niveau local. Donc, avec cette diapositive, ce qu'on dit, c'est que si on veut faire des approches basées sur l'alimentation, il faut nécessairement investir dans des données de bonne qualité sur les consommations individuelles et sur la composition des aliments. Alors, le type de données qu'on peut utiliser pour évaluer l'adéquation nutritionnelle du régime, il y en a différents types. Mais il faut se rappeler que quand on parle d'apport nutritionnel, on parle d'individus. On ne parle pas d'apport nutritionnel d'un pays ou d'une famille, on parle de l'apport nutritionnel d'un homme, d'une femme ou d'un enfant avec son âge et son sexe et ses besoins spécifiques. Pour cette raison, si on fait des estimations d'apport nutritionnel à partir de bilans alimentaires ou à partir d'enquêtes sur la consommation des ménages, bien sûr, on va avoir une assez forte incertitude sur l'estimation des apports. C'est des données importantes, intéressantes, mais elles ne nous permettent pas de savoir comment les aliments sont distribués au sein du pays ou, par exemple, si on sait qu'il y a une consommation de viande dans un ménage, on ne peut pas savoir si c'est le père, si c'est la mère ou si c'est l'enfant qui a mangé le morceau de viande. Donc, pour savoir ça, il faut nécessairement avoir des enquêtes de consommation individuelles. Et donc, dans le cadre de l'initiative GIFT, le I, c'est pour individuel parce qu'on se concentre exclusivement sur les enquêtes de consommation individuelle. Et parmi les enquêtes de consommation individuelle, il y en a certaines qui sont qualitatives et d'autres quantitatives. Vu qu'on veut estimer la quantité de nutriments ingérés, on se concentre avec cette plateforme exclusivement sur les enquêtes quantitatives et on exclut aussi les questionnaires de fréquence, même s'ils sont semi-quantitatifs, parce qu'ils ne permettent pas d'être réutilisés pour répondre à des questions différentes de celles auxquelles on avait pensé quand le questionnaire a été mis en place. Donc pour cette raison, dans la plateforme FAO-MS GIFT, on recueille et on dissémine exclusivement des enquêtes basées sur des rappels alimentaires quantitatifs ou des rappels des 24 heures quantitatifs. Alors, maintenant, je vais passer bientôt la parole à Pauline pour qu'elle puisse nous illustrer la plateforme. Mais avant tout, je voulais dire deux mots sur la manière dont elle a été développée. Donc, on a développé cette plateforme de manière le plus possible participative. C'est-à-dire qu'on a fait des webinars
avec des experts de différents pays du monde et des experts globaux pour être sûr de répondre aux attentes des utilisateurs potentiels. Et dès le début, le projet a été commencé il y a maintenant 4 ans. Et dès le début, on avait développé une plateforme qui produisait des indicateurs assez sophistiqués. Et le retour qu'on a eu pendant les premiers webinaires a été très clair. C'est-à-dire que les personnes nous ont dit ces indicateurs sophistiqués ne sont pas utiles pour les personnes qui développent les politiques dans nos pays, parce que nos décideurs ont très souvent un faible degré d'alphabétisme scientifique. Et ça, c'est vrai dans tous les pays du monde. Donc, ce qui nous a été demandé, c'est de développer des indicateurs sous la forme d'infographie. Et le deuxième retour qu'on a eu, c'est s'il vous plaît, donnez-nous le plus vite possible des informations sur toutes les données existantes dans le monde. Donc, sur la base de ces deux retours, on a développé donc la plateforme avec des infographies, et Pauline va vous les montrer, et on a développé aussi une carte avec un inventaire des données existantes en prévoyant le partage des microdonnées, vu que les utilisateurs, disons, qui ont ces compétences, peuvent faire eux-mêmes des analyses statistiques plus sophistiquées et exactement de la manière dont ils en ont besoin. Donc maintenant, je passe la parole à Pauline qui va pouvoir vous guider à travers la plateforme. Merci Catherine. Donc je vais parler, je vais considérer que vous m'entendez tous bien et puis je vais vérifier la chatbox si jamais il y a un problème. Voilà, donc là nous sommes sur la page d'accueil de la plateforme. Vous voyez l'URL en haut qui doit être, qui sera attaché certainement dans que vous aurez dans la présentation. Et je vais vous guider à travers la plateforme, à travers 3 principales sections qui sont les sources de données ici, les indicateurs prêts à l'emploi qui sont développés par la plateforme sur la base des données disponibles et la section téléchargement où l'utilisateur peut accéder aux données brutes en fait des agrégés au plus haut niveau des agrégations. Donc, dans la section sources de données, en fait, vous pouvez voir que nous avons une carte ici qui présente en fait l'inventaire que nous avons réalisé sur toutes les données individuelles de consommation que nous avons pu identifier à travers le monde. Donc ces données, ce sont des données essentiellement collectées à travers des rappels des 24 heures. Donc on exclut ici toutes les données collectées, comme disait Catherine, avec des questionnaires de fréquence alimentaire ou alors des données qui sont simplement des scores de diversité alimentaire. Donc ici, ce sont exclusivement des données de consommation individuelle ou quantitative. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de points sur la carte au niveau des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, pour la raison qu'en fait nous avons commencé l'inventaire en se concentrant principalement sur ces pays. Et nous sommes en ce moment en train d'étendre l'inventaire à tous les pays, donc incluant aussi les pays à fort revenu. Donc ici, si on zoome un petit peu par exemple sur un pays, on peut voir que pour le Burkina Faso par exemple, nous avons identifié 5 jeux de données dans le pays. Et ces jeux de données sont tous décrits dans les métadonnées. Donc si vous cliquez sur Metadata ici, vous pourrez voir toutes les informations que nous avons réussi à collecter et à rassembler sur ce jeu de données en particulier. Par exemple, il y a l'objectif de la collecte de données, il y a la zone de référence, les dates de collection. On a aussi des données sur vraiment l'échantillon qui a été utilisé, la population qui a été interviewée. Voilà. Donc ici, nous avons toutes les informations que nous avons réussi à collecter. On essaye d'être aussi transparent que possible sur les méthodes de collecte, sur les objectifs de la collecte, sur les institutions qui l'ont collecté. Et vous avez la possibilité de récupérer cette information sous la forme d'un fichier PDF
présenté comme un rapport pour être utilisé ensuite dans votre travail. Donc ceci est disponible pour tous les points disponibles sur la carte. Et ici, vous voyez que vous avez des filtres qui vont vous permettre d'identifier plus facilement les données que vous cherchez. Donc par exemple, si vous êtes intéressé à des enquêtes faites au niveau national, vous pouvez utiliser ce filtre ici. Et ici, vous allez voir toutes les enquêtes existantes dans la plateforme au niveau national. Si vous êtes intéressé dans un type d'environnement particulier, par exemple seulement urbain, donc là je vais revenir ici et je vais filtrer. Voilà, toutes ces données-là, toutes ces enquêtes ici identifiées sont réalisées seulement dans un environnement urbain. Ensuite, ici sur le côté, vous avez un autre type de filtre qui va vous permettre d'identifier. Vous avez remarqué qu'il y avait différentes couleurs. Ici, par exemple, orange ou rouge. En fait, ces couleurs sont associées au statut du jeu de données dans la plateforme. Donc, rouge signifie que nous avons identifié le jeu de données, mais que pour l'instant, nous n'avons fait aucune démarche pour contacter le propriétaire des données, voir s'il est intéressé à contribuer à la plateforme ou non. Orange signifie que nous sommes en contact avec les propriétaires des données et que nous avons commencé le processus d'harmonisation des données pour qu'elles soient insérées ensuite dans la plateforme. Je vais le faire, comme ça vous pouvez voir le statut. Orange, vous voyez qu'il y en a un petit peu moins. Ici, vous pouvez voir le nombre total d'enquêtes affichées sur la carte. Et vert signifie que les données sont disponibles à travers la plateforme, donc pour être téléchargées ou pour être utilisées à travers la section des indicateurs. Donc pour le moment, vous voyez que la base de données n'est pas très fournie et donc nous allons maintenant travailler, c'est la prochaine phase de travail, à remplir cette plateforme pour qu'elle devienne vraiment globale. Donc maintenant, je vais aller dans la section indicateurs, pour vous montrer les indicateurs qui sont dérivés en fait des données disponibles dans la base de données, donc en fait de ces 5 jeux de données qu'on voyait sur la carte précédemment qui sont disponibles ici. Donc la première étape, ça va être de sélectionner le jeu de données que vous voulez utiliser. On ne rassemble pas tous les jeux de données parce que bien évidemment ils n'ont pas été collectés à travers les mêmes méthodes, aux mêmes années, donc pour sortir les indicateurs, il va vous falloir sélectionner le jeu de données d'intérêt. Donc par exemple, ici on va prendre Burkina Faso. Ici vous voyez que vous avez un rappel sur les métadatas, donc vous pouvez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la carte, vous pouvez également y accéder par cet intermédiaire-là. Et vous avez la possibilité également de filtrer les données que vous allez utiliser. Donc dans ce jeu de données du Burkina Faso, vous allez pouvoir dire par exemple, je ne suis intéressé seulement que par les femmes qui sont non allaitantes et non enceintes. Et je veux les femmes adultes, donc de 15 à 59 ans par exemple. Donc vous pouvez utiliser les filtres ici pour choisir la population d'intérêt sur laquelle les indicateurs vont être dérivés. Et ensuite vous voyez qu'ici vous avez des indicateurs qui sont interactifs en fait. Je ne vous ai pas montré, mais si vous étendez là la plage, automatiquement ils sont recalculés. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est ciblé sur la population définie. Donc le premier indicateur concerne les schémas alimentaires, les habitudes alimentaires. Et donc vous avez ici la consommation moyenne journalière en grammes par personne par jour, qui est reportée ici. Donc vous pouvez voir que vous avez un premier niveau de présentation par groupe alimentaire, donc les céréales, les légumes, les noix, les légumineuses. Et vous pouvez descendre pour avoir un niveau de désagrégation plus important, pour vraiment identifier des aliments indépendants et voir le niveau de consommation. Vous avez ensuite la même information qui est présentée en termes de proportion, donc en pourcentage. Pardon, voilà. Donc ici également, vous pouvez descendre et aller identifier différents types d'aliments. Et enfin, vous avez cette information qui est rapportée en calories par personne par jour. Et également ici, vous pouvez descendre pour avoir plus de détails dans les groupes alimentaires.
Au niveau de la sécurité sanitaire des aliments, ici nous avons un seul indicateur qui essaye de présenter le concept de percentile d'une façon un peu plus vulgarisée, disons. Donc on va traduire le concept de percentile ici. Par exemple, si l'utilisateur se demande quel est le niveau de consommation de noix dans la population parce qu'il sait que dans le pays, il y a une potentielle contamination des noix. Et donc, il est intéressé à savoir qui consomme des noix, enfin combien de pourcentage de la population consomme des noix, et surtout les grands consommateurs, à quel niveau ils consomment les noix. Donc, par exemple, ici, vous voyez que 75% de la population, dans ce jeu de données, dans cette enquête, les jours d'enquête, a consommé des noix. Et parmi eux, vous voyez que les grands consommateurs, donc 5% de la population, donc c'est en fait le 95e percentile qu'on traduit ici, a consommé plus de 180 grammes par jour. Donc ça a son intérêt pour les analyses de risque en sécurité sanitaire des aliments. Au niveau des indicateurs de nutrition, il y en a 3 ici. Pour le moment, donc en termes d'adéquation en micronutriments, on a seulement la vitamine A et nous sommes en train de développer le même indicateur pour d'autres micronutriments. Donc c'est à venir. Pour le moment, ici, vous pouvez voir pour la vitamine A que 75% de la population sélectionnée est considérée comme à risque d'inadéquation en consommation en vitamine A. Il y a un deuxième indicateur qui va présenter la source des nutriments par les groupes alimentaires. En fait, quel groupe alimentaire va contribuer le plus aux ingérés en différents micronutriments. Donc, par exemple, pour le fer, on a le même type de graphique que nous avions dans les schémas alimentaires. On peut voir que les céréales contribuent, les légumes et les noix et les légumineuses. Et ici aussi, vous pouvez descendre en niveau de désagrégation pour voir quels sont les aliments qui contribuent le plus. Vous avez cette information qui est donnée pour 5 types de nutriments pour le moment. Et ici aussi, on envisage d'étendre cette liste. Enfin, le dernier indicateur présente seulement la contribution de chaque macronutriment à l'ingéré total en énergie, qui est mis en perspective avec les ingérés, les proportions recommandées en fait par la FAO et l'OMS. Donc voilà, vous pouvez le voir en termes de proportions et en termes de kilocalories. Ok, donc ça c'était pour la section indicateurs. Maintenant je vais rapidement vous présenter la section téléchargement qui est en fait pour l'utilisateur un peu plus avancé qui ne veut pas seulement se contenter des indicateurs disponibles ici, mais préfère réaliser ses propres analyses et donc qui voudrait accéder aux données qui sont utilisées pour produire ces indicateurs. L'utilisateur peut se rendre dans cette section. Vous voyez qu'il y a des filtres aussi qui peuvent aider à l'identification de jeux de données disponibles à travers la plateforme, donc par pays, par caractéristiques de l'enquête au niveau de l'année ou de la couverture géographique. Par population aussi, si par exemple l'utilisateur est intéressé à la consommation de femmes, il peut aussi le préciser ici pour avoir les jeux de données qui répondent à ces critères. Ou par type d'aliments aussi pour pouvoir identifier plus facilement les jeux de données qui rapportent les consommations d'aliments spécifiques. Donc ici vous avez les résultats et vous pouvez simplement encore une fois consulter les métadonnées ou alors directement télécharger le jeu de données. Avant de pouvoir accéder au jeu de données, on demande à l'utilisateur de fournir quelques infos qui vont nous permettre en fait de garder un suivi en fait de l'utilisation des données. Donc ici, je vais rentrer mon nom, je vais rentrer mon adresse email parce que je vais recevoir donc des informations. Je vais rentrer mon institution. Et puis je confirme que je suis bien une personne physique.
je soumets. Et ici, vous voyez qu'on a un avertissement qui va nous dire comment le propriétaire de ces données-là, en particulier, voudrait qu'il soit référencé. Donc, quand l'utilisateur va utiliser ces données pour ses analyses, si un jour il publie, on lui demande de faire référence au propriétaire des données de cette manière-là. Et ici également, on lui propose de fournir une description assez brève de l'utilisation qu'il envisage de faire des données. Donc, par exemple, ici, je vais mettre... voilà, je comprends. Et donc là, je reçois mon fichier avec un dictionnaire de variables qui va me permettre de comprendre les fichiers de données, et puis les fichiers de données, donc sur les sujets et sur les consommations, qui sont, donc je vais vous montrer le format. Hop. Si j'arrive, voilà. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment au niveau le plus désagrégé possible, au niveau de la consommation, avec les recettes, les aliments, et pour chaque aliment, vraiment, dans chaque recette, la quantité consommée, et puis associée à l'énergie et aux nutriments. Voilà, donc pour la plateforme, on va s'arrêter là. Je vais repasser le micro à Catherine pour qu'elle puisse continuer la présentation. Oui, merci Pauline. Je voyais un commentaire de Wilfried dans la chatbox qui dit « Je comprends que la plateforme fait de la visualisation dynamique de données de consommation alimentaire. » Oui, c'est vrai, mais elle produit aussi des microdonnées et c'est pas seulement en fait de la visualisation parce qu'il y a quand même aussi de la transformation des données quand on crée des indicateurs comme par exemple le pourcentage de population à risque de vitamine A. C'est pas quelque chose qui était déjà dans la banque de données, mais c'est un indicateur qui est produit de la même manière avec les différentes banques de données. Bon, on pourra en parler plus quand il y aura les questions. Ce que je voulais faire maintenant, c'est tout d'abord... Attendez, alors il faut que je retourne... Ah oui, j'y suis. OK. Vous proposez quelques exemples sur la façon dont la plateforme peut être utilisée, et en particulier par les responsables des politiques, parce que pour nous, c'est un cible important pour la plateforme. Donc, un premier exemple, imaginons que je sois un expert en agriculture en Amérique latine et que le ministère de l'Agriculture veuille promouvoir une variété biofortifiée d'une culture de base qui s'est révélée particulièrement productive pour les petits exploitants. Donc, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de connaître le niveau actuel de consommation des variétés conventionnelles de cette culture et de le savoir dans les différents groupes d'âge et de sexe. Et donc, ce type d'infographique avec ces informations donc sur les cultures de base sera utile parce que je pourrai le produire dans les différentes classes d'âge et de sexe. Un autre exemple, imaginons que je sois un agent de santé en Afrique et que des données étaient publiées en montrant un niveau étonnamment élevé de carence en vitamine A chez les femmes dans une région du pays. Donc ça pourrait être des données, par exemple, sur la base de marqueurs biologiques, je crois qu'on dit, dans le sang. Donc on sait qu'il y a une carence en vitamine A, mais on ne sait pas pourquoi par rapport au régime alimentaire. Et le ministère de la Santé voudrait augmenter l'apport de vitamine A, non pas en passant par des suppléments, mais grâce aux aliments locaux. Alors, le type d'information que je vais pouvoir obtenir dans la plateforme, c'est les sources de vitamine A dans le régime. Et je pourrais aller voir quelles sont ces sources dans les populations non carentes, éventuellement
pour mettre en évidence quels sont les produits que je pourrais promouvoir dans les populations 40. Donc là, vous voyez que le fait de pouvoir arriver non seulement à savoir quel est le pourcentage de vitamine A qui vient des légumes, mais d'aller au niveau de l'aliment, donc dans ce cas-là des amaranth leaves, ce sont des données très précieuses qui vont pouvoir permettre donc de décider quels aliments promouvoir. Dernier exemple, celui d'un agent de sécurité sanitaire des aliments en Asie. Imaginons qu'il y ait une alerte diffusée par le réseau Infosan qui nous dise qu'il y a un niveau inattendu d'aflatoxine dans les noix et les arachides qui sont consommés dans le pays. Alors, c'est important dans ces cas-là de pouvoir estimer le risque lié à cette contamination dans les différents groupes de population pour pouvoir prendre des décisions de gestion du risque. Et on sait en particulier que les enfants peuvent être particulièrement exposés vu qu'ils ont une consommation d'aliments majeure par rapport à leur poids corporel. Donc là, l'infographique que Pauline vous a illustré, qui permet de voir quel est le 95e pourcentile dans chaque classe d'âge et de sexe est extrêmement utile parce que ce sont ici dans ce cas-là les 42 grammes par jour qui vont pouvoir être combinés à l'extérieur de la plateforme avec les niveaux d'aflatoxine pour estimer l'exposition donc des grands consommateurs. Donc ça, c'était pour quelques exemples d'utilisation de la plateforme. Maintenant, je vais passer un petit moment pour vous expliquer plus le processus d'harmonisation des données qui amène ensuite au partage des données. Donc, la première chose qu'on fait, bien sûr, c'est d'identifier les données existantes et on les met ensuite donc dans la carte que Pauline vous a montrée. Puis, on prend contact avec les propriétaires des données pour avoir des informations supplémentaires et voir si l'enquête qu'ils ont à disposition vérifie les critères de qualité de base qui sont assez simples. Comme par exemple le fait que ce soit des enquêtes quantitatives et qu'il y ait une taille d'échantillon minimale de 100 personnes. Donc on accepte les petites enquêtes. Ensuite, la phase, disons, qui prend le plus de temps, c'est de former les gestionnaires de données à l'utilisation de Foodex2, donc le système qui permet d'effectuer une harmonisation a posteriori des données et de faire donc le mappage des données avec Foodex2. Après, donc la FAO, bien sûr, notre équipe aide les gestionnaires dans cette phase, vérifie le mappage et on arrive enfin au partage des données avec la signature d'un accord de partage des données de la part du propriétaire et la diffusion publique. Alors, quelques mots sur ce système Foodex2. Donc, c'est un système qui permet à la fois de classifier et de décrire les aliments. Donc, il a été développé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, et son intérêt, c'est de pouvoir donner un code unique aux mêmes aliments consommés dans différentes parties du monde et qui peuvent être appelés avec des noms différents, même en anglais. Ici, vous avez l'exemple du kaki. Donc, même en anglais, il est traduit. Il s'appelle au Danemark kaki, alors qu'aux États-Unis, il s'appelle Japanese persimmon. Donc, avec Foodex2, on donne un code unique et donc on peut retrouver le même aliment dans différentes banques de données. En outre, Foodex2 permet de donner des descriptions ultérieures de l'aliment à travers un système de facettes qui nous dit en particulier la manière dont l'aliment était au moment de la consommation. Donc ici, par exemple, il nous permet de savoir si le kaki a été consommé avec la peau, on dit la peau du kaki, oui, ou sans la peau du kaki. Voilà. Alors, Foodex2 donc a été développé par l'EFSA, mais
Par la suite, il a été mis à niveau pour pouvoir être utilisé au niveau mondial, donc sur la base d'une collaboration entre l'EFSA, la FAO et l'OMS. Et donc, vous trouvez dans le système des aliments qui ne sont pas consommés en Europe, mais ailleurs dans le monde, comme par exemple des insectes ou des fleurs. Donc actuellement, Foodex 2 permet de classifier et de décrire les aliments consommés qu'on peut trouver dans n'importe quelle enquête dans le monde. Un avantage ultérieur d'utilisation de ce système, c'est qu'il facilite beaucoup le lien entre les données de consommation et de composition. Bien sûr, pour estimer l'apport en nutriments, une fois qu'on a fait l'enquête, il faut combiner les aliments avec des banques de données de composition. Et si la banque de données de consommation et de composition ont toutes les deux été codifiées ou mappées avec Foodex 2, ça sera beaucoup plus facile donc de faire un appareillement semi-automatique. Alors, le système Foodex 2 est un système très complet et on a besoin d'une formation pour pouvoir effectuer donc ce mapping. Donc, nous en organisons ce genre de formation, soit sous forme de conférences web, soit des formations en personne. Je résume ici les accomplissements importants qui ont eu lieu dans les dernières années. Donc, on a travaillé beaucoup à identifier les besoins d'information par l'intermédiaire de webinars qui ont été faits avec 200 utilisateurs finaux potentiels. Et on a surtout travaillé donc à l'harmonisation de l'information pour promouvoir le partage des données. Donc, une réussite importante pour nous, ça a été de rendre la plateforme accessible au public. Donc, aujourd'hui, elle est accessible donc sans password. Donc, si vous écrivez FAO et GIFT sur n'importe quel moteur de recherche, vous trouverez la page et vous pourrez l'ouvrir et jouer avec la plateforme. Donc, ce lancement a eu lieu le 20 novembre dernier. Il y a eu un courriel de lancement et donc à partir de maintenant, c'est donc important de remplir la plateforme avec des données supplémentaires et c'est sur ça qu'on va maintenant se concentrer. Je voulais vous présenter ici l'équipe interinstitution qui développe l'instrument. Donc, au sein de la FAO, c'est non seulement la division de nutrition et de système alimentaire, mais aussi la division de statistique et de salubrité des aliments qui travaille avec notre département IT. Et au niveau de l'OMS, c'est en collaboration donc avec le département de salubrité des aliments et le département nutrition. Le projet est fait en collaboration aussi avec d'autres institutions. Donc, il y a certaines institutions qui sont très actives en ce qui concerne le partage des données. C'est le cas, par exemple, de Harvest Plus et de manière générale de CJR. On collabore beaucoup, bien sûr, avec l'EFSA, qui nous donne beaucoup de support pour la formation sur Foodex 2. Et la plateforme GIFT est développée aussi dans le cadre du projet Index, qui est financé par la Bill and Melinda Gates Foundation. Et ce travail se fait en collaboration aussi avec un autre groupe de l'université Tufts. C'est le groupe qui développe la Global Dietary Database. Alors, on a vraiment l'impression en développant cette plateforme, de répondre à un besoin. Et on peut le ressentir quand on lit certaines publications récentes. Donc, en particulier, il y a cette publication du groupe mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires pour la nutrition qui ont identifié un certain nombre de priorités de recherche et en particulier qui ont mentionné donc la Global Dietary Database de l'université Tufts et FAO GIFT comme des priorités. De même, dans une récente publication de Laurence Haddad sur Nature, la plateforme FAO GIFT a aussi été mentionnée.
Donc, notre travail, c'est vraiment dans le domaine des données de consommation alimentaire individuelle, de faire en sorte d'améliorer l'harmonisation des données et surtout le partage. Et pour atteindre ces objectifs, ce qu'on espère, c'est d'obtenir un effet boule de neige. Et on pense que c'est possible parce que cet effet a été observé déjà dans l'Union européenne. Maintenant, tous les pays de l'Union européenne font leurs enquêtes de manière harmonisée, mais la première étape, ça a été de partager leurs données avec la European Food Safety Authority. Et on a observé qu'au fur et à mesure, plus de pays partageaient leurs données, plus les autres étaient motivés à faire de même. Donc, on espère obtenir ce même effet boule de neige au niveau mondial avec le remplissage de la plateforme FAO WHO Gift. Et on espère d'ailleurs qu'en tant qu'utilisateurs finaux, les participants à ce webinaire vont pouvoir nous aider dans cette direction. Donc, je conclus en vous présentant le reste de l'équipe. Donc, c'est tout à fait par hasard si Pauline et moi sommes françaises. C'est pas une équipe française. On a Agnieszka Bajelczak, qui est polonaise, et Victoria Padula de Quadros, qui est brésilienne et italienne, qui travaillent avec nous et qui d'ailleurs ont présenté la plateforme dans les webinaires qu'on a eu en anglais et en espagnol, à nouveau grâce au network SEN. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Nicolas pour la partie de questions et réponses. Merci. Merci beaucoup. Vraiment un grand merci à vous deux, Catherine et Pauline, pour cette excellente présentation qui a démontré, selon moi, toute l'importance et le potentiel et la pertinence de la plateforme. Donc, vraiment un grand merci. Donc nous allons effectivement passer à vous, à vos questions. Nous en avons déjà reçu un certain nombre. Nous avons à peu près une demi-heure, je dirais, pour ces questions. Pendant cette session de questions-réponses, je continue à vous inviter à utiliser le chat box pour ajouter des questions comme elles vous viennent. Donc, je vais repasser la parole à nos intervenantes pour reprendre vos questions. Alors, la première question que je voulais passer, c'est la question, effectivement. Alors, une question pour vous, Catherine, de notre collègue Fatimatou. Elle dit: je constate que les sources ne sont exploitables que pour 5 pays. Qu'est-ce qui est prévu pour le reste? Catherine. Oui, merci Nicolas. Et donc, merci Fatimatou pour la question. Donc, en effet, on est au début du remplissage de la plateforme. Donc, pour l'instant, on a fait un inventaire avec toutes les données qui potentiellement pourraient être partagées et on a commencé à remplir. Donc, pour l'instant, il y en a 5 qui sont disponibles. Il y en a 11 qui sont dans le pipeline, je ne sais pas comment on dit en français, en cours de préparation, mais donc ça veut dire que d'ici à peu près un an, il y en aura au moins 15 exploitables. Et notre projet, c'est dans le cadre des 4 prochaines années d'avoir 50 enquêtes de consommation disponibles, exploitables avec la plateforme, et ceci en couvrant les différentes régions du monde. Merci beaucoup, Catherine, de rappeler l'ambition de la plateforme de couvrir le maximum de pays dans un temps gérable, dirons-nous. Deuxième question que je souhaiterais adresser à Pauline, de notre collègue Dr Dao, concernant les valeurs nutritionnelles estimées des aliments consommés. Comment ont été prises en compte les conditions de conservation, de préparation de ces aliments dont les valeurs nutritives peuvent en être altérées? Pauline, pour vous cette question. Ok, merci Nicolas, merci Dao.
Alors, concernant les valeurs nutritionnelles, ce que nous faisons pour l'instant, nous ne calculons pas les associations de la consommation avec les valeurs nutritionnelles. On se repose sur ce que les propriétaires des données ont fait précédemment. Donc en fait, quand on va contacter un détenteur de données et lui demander s'il veut contribuer à la plateforme, il y a un certain format de données à adopter pour qu'il puisse être inséré dans la plateforme. Et notamment dans ce format, on demande qu'il y ait déjà les valeurs nutritives associées avec les données de consommation. De notre côté, ce format aussi nécessite que les recettes soient désagrégées par ingrédients et que les quantités et les nutriments soient exprimés pour les aliments tels que consommés, donc la plupart du temps cuits. Et donc on va quand même contrôler ou assister le propriétaire des données dans la préparation de ces données pour obtenir ce niveau-là ce format de présentation. Et donc pour la désagrégation des recettes par exemple, on va les assister selon des méthodologies, des méthodes qu'on est en train de développer pour justement transformer les nutriments et les quantités de l'aliment cru à l'aliment cuit, par exemple. Donc, pour résumer, les procédés, en fait, les conditions de conservation et de préparation sont pris en compte et les nutriments qui sont associés correspondent vraiment à l'aliment qui est indiqué donc dans les jeux de données, par exemple tel que cuit, grillé s'il a été grillé, bouilli s'il a été bouilli, ou voilà à la condition de conservation présentée. Merci beaucoup Pauline, réponse très très complète. N'hésitez pas à mettre dans le box des questions supplémentaires ou des clarifications supplémentaires si vous voulez que nos intervenantes clarifient d'autant plus. Une question suivante, toujours pour vous Pauline. Quels sont les critères de qualité pour inclure un ensemble de données dans la plateforme? Pauline. Ok, alors les critères de qualité, alors on a deux types de critères. On a des critères d'inclusion qui sont en général, il n'y en a pas énormément et on les a pris assez larges parce que éventuellement ce type de données n'est pas très répandu, et donc on ne voulait pas exclure des jeux de données qui pouvaient être par exemple pour certains pays l'unique jeu de données qui existerait pour ce pays. Donc on a pour les critères d'inclusion un critère sur l'année qui va être par exemple le jeu de données ne doit pas être plus vieux que 1980, donc vous voyez que c'est assez large. Il doit être représentatif de la zone géographique enquêtée, en fait, dans laquelle les données ont été collectées. Il doit y avoir au minimum 100 sujets interviewés. Et également en termes de liste alimentaire, en fait, des aliments qui ont été inclus, il faut que la liste soit assez détaillée, donc assez mais sans excès, donc qu'il y ait au moins 100 aliments dans la liste alimentaire. Donc c'est des critères d'inclusion qui sont assez larges, qui vont nous permettre, donc comme je disais, d'inclure des jeux de données qui pourraient être les seuls qu'on trouve dans le pays. Par contre, en parallèle, on va à chaque fois décrire la qualité des données. Donc ça, c'est encore en cours de préparation. On est en train de préparer un rapport qui décrira la qualité des données sur la base de descripteurs qui ont été identifiés comme descripteurs de la qualité de ce type d'enquête. Donc sur les méthodes qui ont été utilisées pour collecter les données, sur les méthodes utilisées par exemple pour estimer les portions de consommation, la quantité d'aliments consommés, pour le type de questionnaire qui a été utilisé. Donc ça, on va pas noter, mais décrire la qualité de l'enquête à travers ce rapport. Et ce rapport sera disponible à travers la plateforme, donc associé avec les jeux de données téléchargés, pour vraiment donner une indication sur la qualité de ces jeux de données.
Merci beaucoup Pauline. Question suivante que je vais adresser à Catherine. Une question de notre collègue Kembu. Est-ce que la plateforme permet de faire des analyses et de produire des indicateurs au niveau sous-national? Catherine. Oui, merci. Alors, oui, mais c'est-à-dire, de toute façon, on met dans la plateforme non seulement des enquêtes nationales, mais aussi des enquêtes subnationales. Donc, bien sûr, les indicateurs qui sont créés quand l'enquête est subnationale sont subnationaux. Mais j'imagine qu'en fait, ce que Kembu voudrait savoir, c'est si quand on a une enquête nationale, on peut sélectionner simplement certaines parties de l'enquête en fonction de la zone géographique. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Comme vous avez vu, les filtres que Pauline a utilisés pour sélectionner seulement une partie de l'échantillon, c'était en fonction du sexe, de l'âge, du fait des femmes si elles allaitaient ou étaient enceintes, mais ce n'était pas en fonction de la zone géographique. Ceci dit, on a prévu pour le futur de pouvoir le faire, et donc c'est dans nos plans, mais pas très court terme. Merci. Merci Catherine pour cette réponse complète. Prochaine question suivante de notre collègue, encore une nouvelle question de notre collègue Fatimatou, que je vais adresser à Pauline. Est-ce que des études de comparaison peuvent être faites à partir des données téléchargées? Pauline. Alors, est-ce que des études de comparaison peuvent être faites à travers les études téléchargées? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors, je vais essayer d'y répondre et puis Fatimatou nous dira si la réponse la satisfait. À travers la plateforme, au niveau des indicateurs, on ne peut pas comparer deux jeux de données. Pour le moment, éventuellement dans le futur, on pourra penser à insérer cette fonction, mais pour le moment, comme on n'a pas vraiment d'enquête, par exemple pour un même pays, une enquête de routine qui a été faite tous les 3, tous les 5 ans, qui peut être comparée, qui a été collectée avec les mêmes méthodes. Pour le moment, on ne peut pas le faire. Ensuite, au niveau de comparaison faite avec des données téléchargées, une fois que l'utilisateur a téléchargé les données, il est libre de réaliser les analyses qu'il souhaite. Ensuite, c'est pas quelque chose qu'on recommanderait forcément parce pour la même raison qu'on ne propose pas de comparaison à travers la plateforme, parce que ce sont des jeux de données qui ont été collectés avec différentes méthodes, à différents moments, dans différents pays qui ne sont pas forcément comparables. Par contre, vous pouvez les utiliser, par exemple, si pour évaluer la situation dans un pays voisin ou dans un autre pays pour comparer un petit peu les résultats de consommation que vous pouvez trouver dans différents pays. Mais ça, c'est plus vraiment notre responsabilité, la responsabilité de la plateforme. Ce qui est important, c'est toujours de préciser quels jeux de données ont été utilisés, de les décrire, de décrire les méthodes de collecte et puis voilà, je pense que merci. Fatimatou, vous nous direz si c'était la réponse à la question. Oui, merci Pauline. Donc Fatimatou, si vous voulez rajouter des éléments à cette question, n'hésitez pas à le mettre dans la chat box et Pauline se fera un plaisir de clarifier davantage. Pauline, restez en ligne s'il vous plaît. Une autre question, peut-être plutôt une clarification de Olivia qui dit dans la présentation vous avez dit au moins 100 aliments détaillés. J'imagine que vous vouliez dire 5. Est-ce que Pauline vous pouvez clarifier? Oui, je peux clarifier. Non, je voulais vraiment dire 100. Parce que 5 aliments, alors on parle de données qui ont été collectées avec des rappels des 24 heures. Donc une liste de 5 aliments, on ne peut même pas le considérer. Ça voudrait dire que sur au moins 100 sujets, il y aurait eu seulement 5 aliments consommés au cours des 24 heures le jour d'avant. Donc non, c'est vraiment 100 aliments. Et quand je parle d'aliments, je veux dire un aliment détaillé, ça peut être une pomme, du pain, voilà, des aliments vraiment uniques. Donc non, je voulais vraiment dire 100. Merci.
Merci Pauline. Restons un peu sur la même thématique. Une question de Vincent Guyonnet. Toujours à Pauline, dans quelle catégorie trouve-t-on les œufs? Oui, alors je vais partager mon écran, mais en fait les œufs se trouvent dans la catégorie œufs. Dites-moi si vous voyez l'écran. Voilà, donc là on est sur l'enquête du Laos par exemple, donc vous voyez que ça c'est le premier niveau des agrégations. Et donc les œufs sont dans la catégorie œufs tout simplement. Et vous pouvez rentrer pour voir le détail des œufs qui ont été utilisés. Voilà, c'est un groupe indépendant. Merci Pauline, très clair. Une question pour Catherine. Catherine, est-il possible de comparer deux ou plusieurs ensembles de données de pays différents tels que, par exemple, le Burkina Faso et l'Ouganda? Oui, alors disons que Pauline avait déjà bien répondu à cette question, c'est-à-dire qu'on suggère de ne pas le faire si l'enquête n'a pas été faite avec la même méthodologie. Ceci dit, il y a différentes initiatives au niveau mondial pour essayer d'harmoniser donc la collecte des données. Par exemple, dans le cas du projet Index, il y a le développement d'une méthode de récolte de 24 heures qui, on espère, sera de plus en plus utilisée par différents pays. Et à partir de ce moment-là, donc ça devient plus, ça a du sens de comparer les données. Donc on cite souvent l'exemple de l'Europe parce que donc depuis quelques années en Europe, tous les pays recueillent leurs données avec une méthodologie unique qui s'appelle EU-Menu. Et donc ça devient possible de vraiment comparer les données entre pays et même de faire un merge. Comment est-ce qu'on dit en français un merge? Un regroupement de données et de les analyser toutes ensemble. Merci. Merci beaucoup Catherine. Effectivement, deux questions qui se recoupaient, mais les clarifications, les ajouts ont été très utiles. Question suivante pour Catherine, toujours pour vous Catherine, une question de Kembu. Existe-t-il des outils standards qui permettent de collecter des données dans des pays ayant des habitudes alimentaires plus ou moins semblables? Oui, alors ça c'est vraiment une question très très importante et en effet, c'est vu que réaliser une enquête c'est un gros investissement et c'est important d'utiliser des bons outils, sinon on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent et on risque d'avoir des données de mauvaise qualité. Donc si il y a la possibilité d'utiliser l'outil qui a été développé soit dans un pays voisin, soit dans le même pays, c'est un énorme avantage. Donc très souvent, quand on est contacté par des personnes qui nous demandent des conseils pour faire une enquête, la première chose qu'on fait, c'est de leur suggérer de vérifier, éventuellement en utilisant notre inventaire, s'il y a des enquêtes qui ont été réalisées ou même qui sont prévues dans la même zone, pour se mettre en contact, alors je vais partager à nouveau l'écran, pour se mettre en contact donc avec l'institution qui a réalisé l'enquête. Donc vous voyez par exemple si, qu'est-ce que c'est ici, voilà, au Capo Verde, si une ONG ou quelqu'un décide de réaliser une enquête, savoir qu'il y a déjà une enquête qui a été réalisée d'ailleurs assez récemment, en 2014 par l'Universidad de Nova de Lisboa, c'est très intéressant, et pouvoir aller voir donc dans les métadatas quelles sont les personnes qui ont réalisé l'enquête, quel type d'outils a été utilisé, c'est très utile pour se mettre en contact avec eux et pouvoir éventuellement leur demander s'ils peuvent partager leurs outils. Merci. Merci beaucoup Catherine. Restons sur la thématique outils. Une question très très intéressante aussi de Wilfred Affeli. Où peut-on trouver des modèles d'outils de collecte de données individuelles sur la consommation alimentaire pouvant être intégrés à des enquêtes de sécurité alimentaire? Donc là, on rajoute un peu le volet intégration dans des enquêtes peut-être existantes ou planifiées. Catherine. Oui.
Alors oui, merci Wilfred. Je suis aussi contente de cette question, mais en revanche, je vais être plus négative de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le type de compétences et de formation qui est nécessaire pour les enquêteurs qu'il faut impliquer dans une enquête de consommation individuelle est tout à fait différent de celui qui est nécessaire pour des enquêtes de sécurité alimentaire. Le temps nécessaire pour les sujets qui sont impliqués est assez élevé. Et si on essaye d'ajouter une enquête individuelle de consommation à une autre enquête existante, il y a un gros risque pour la qualité des données. Les sujets risquent de se fatiguer, donc de répondre moins bien, avec moins de détails. On risque d'avoir de l'underreporting. Les enquêteurs eux-mêmes peuvent avoir du mal à concilier donc tous les éléments, et donc on ne conseille pas en fait d'ajouter une enquête de consommation individuelle quantitative à une autre enquête existante. Merci. Merci Catherine. Une prochaine question de Dr Dao Foussini Dao pour Pauline sur la plateforme. Est-ce que la plateforme comporte un volet bibliothèque qui permettrait d'en savoir plus aux besoins? Alors, si je comprends bien, un volet bibliothèque, ça voudrait dire un endroit où vous pourriez trouver des ressources liées à ce type de données ou ce type d'enquête. Donc, vous avez un endroit ressources ici dans lequel vous auriez des documents. Donc pour le moment, vous avez seulement 3 documents, donc des explications sur la plateforme. Vous avez un guide d'utilisation de la plateforme aussi en anglais qu'il faut qu'on prépare en français et en espagnol également. Vous avez également sur la page d'accueil des liens annexes ici, donc des publications qui sont liées à ce type de données, des liens vers le FoodX2 ici, quelques projets partenaires, des partenariats. Et donc voilà, et vous avez également une section méthodologie qui va vous présenter la méthodologie. Pour le moment, ces 2 sections, ressources et méthodologie, sont assez succinctes. Et on est en train de travailler à les étendre pour la méthodologie, comme vous voyez, assez courte. Et il faut, voilà, on est en train de travailler à développer cette partie sur les indicateurs, sur les pays, et donc voilà, toutes les méthodes utilisées, et également fournir la partie ressources. Merci. Merci Pauline. Pauline, restez en ligne. On a reçu en fait une demande de clarification supplémentaire de Olivia par rapport aux 100 aliments et non 5 aliments. Donc la question d'Olivia en disant « Je n'ai pas bien compris, 100 aliments semble vraiment énorme pour des études. Serait-il possible d'avoir un exemple? Peut-être, Pauline, pouvez-vous clarifier un petit peu comment ces 100 aliments sont peut-être organisés ou groupés, peut-être pour aider à la réflexion? Merci. Alors, pour ça, j'ai réouvert le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure sur le fichier de consommation que vous pouvez obtenir à travers la plateforme. Et donc, vous voyez ici, donc c'est le fichier désagrégé. Donc, par exemple, si je sélectionne la colonne ingrédients, ici, vous avez 480 sujets dans cette enquête. Vous voyez que c'est vraiment un fichier très long avec 46 000 lignes parce qu'en fait, vous répertoriez toute la consommation pour chaque sujet du jour précédent. Donc ici vous avez un seul sujet, le même en permanence, et vous avez pour chaque aliment consommé, donc ici il est indiqué avoir consommé une sauce baobab, et vous avez la sauce désagrégée en chaque aliment. Donc quand je parle de liste alimentaire, je parle vraiment de chaque aliment reporté comme consommé le jour d'avant. Donc, si vous parlez de 5 aliments, pour moi, il me semble que ce serait plus des groupes alimentaires, par exemple, qui pourraient être répertoriés à travers un questionnaire de fréquence alimentaire, avec une liste fermée, pendant lequel vous allez demander à la personne, avez-vous consommé des céréales hier? Mais ici, c'est pas du tout ce genre de données.
que l'on collecte, c'est vraiment ici une liste ouverte où on va demander à la personne hier matin, quand vous êtes levé, quelle est la première chose que vous avez consommée. Et donc tout ce que la personne a consommé va être répertorié. Donc on arrive vraiment vite à, 100 aliments à ce niveau-là est vraiment une petite liste alimentaire en fait pour toute l'enquête. Merci. Merci beaucoup Pauline. Question supplémentaire, un peu dans le même registre par rapport au contenu de la plateforme. Une question de Jean-Rodrigue Malou que je vais adresser à Catherine. Peut-on envisager avoir dans la plateforme des informations sur les produits de consommation alimentaire utilisés dans la détermination des lignes de pauvreté? Catherine. Oui, merci Jean-Rodrigue. Donc ça, c'est pas mon domaine de compétence, c'est-à-dire que je ne sais pas quels sont les produits de consommation utilisés dans la détermination des lignes de pauvreté. Mais ce qui est sûr, c'est que une fois que les aliments ont été catégorisés avec le système Foodx2, ça ne pose aucun problème de les réagréger en groupe. Et donc, il y a deux possibilités. Soit la personne peut télécharger les données et faire cette agrégation elle-même, soit si on se rend compte que c'est un besoin important, et on peut décider de créer des nouveaux indicateurs de ce type. Donc c'est la première fois qu'un utilisateur nous pose cette question, donc on va y réfléchir. Et même, donc Jean-Rodrigue, si vous voulez éventuellement nous écrire sur le mail fawgift@fao.org avec éventuellement un petit peu de détails, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération dans le futur développement de la plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine. Effectivement, n'hésitez pas à entrer en contact avec nos collègues de GIFT FAO-OMS pour un suivi. Une question toujours pour vous Catherine, de Wilfried Affeli, sur notamment la couverture géographique des données. La question est la suivante: est-il possible de préciser la couverture géographique des données présentées à l'intérieur du pays, puisque faute de moyens financiers, les enquêtes ménages individuelles sont souvent localisées alors que la plateforme présente les données au niveau pays? Catherine. D'accord, merci. Alors, donc déjà, dans l'inventaire qu'on fait, on distingue bien, enfin on peut filtrer entre les enquêtes qui sont nationales et les enquêtes qui sont locales. Donc quand vous allez là sur la carte, si vous voulez des enquêtes subnationales, vous voyez, elles sont ici, on peut les filtrer. Une fois que vous téléchargez les données, bien sûr, il y aura l'information de détail sur la zone géographique. Ce que la plateforme ne fait pas pour l'instant, mais c'est aussi dans nos projets, c'est que sur l'infographique, il y a écrit le nom de l'enquête qui a été sélectionnée, mais il n'y a pas de détails sur la zone qui est couverte ou les classes d'âge et de sexe. Mais ça également, c'est quelque chose sur lequel on travaille de manière à éviter qu'il puisse y avoir une interprétation erronée. Donc, dans le futur, quand il y aura, chaque infographique aura une légende qui précise non seulement le filtre que l'utilisateur a appliqué, donc avec l'âge, mais qui disent aussi quelle est la zone géographique qui était couverte par l'enquête. Merci. Merci beaucoup Catherine. J'en profite pour attirer votre attention sur le fait que vous avez reçu maintenant l'adresse email à laquelle vous pouvez écrire si vous avez des questions supplémentaires. Nous avons répondu à toutes les questions qui ont été soumises par les participants au cours de cet appel, mais moi-même j'ai une question pour
pour vous, Catherine et Pauline, que je vais peut-être adresser à Catherine. On a parlé d'effet boule de neige. Alors comment les participants à cet appel peuvent-ils aider à diffuser l'outil et à générer des données pour contribuer justement à l'initiative FAO-MS Gift? Catherine. Alors, oui, merci, de beaucoup de manières. Hein. Et d'ailleurs, je dois dire que vraiment, on vous remercie encore, on remercie encore Secure Nutrition de cette opportunité de faire des webinaires, parce que à chaque fois, à la suite du webinar, on a des contacts par les participants qui nous aident énormément et de différentes manières. La première chose, c'est que souvent, les gens utilisent la plateforme et jouent avec, et nous posent des questions et nous font des suggestions pour l'améliorer, et ça, bien sûr, c'est extrêmement utile. Ce qui est très utile aussi, c'est quand les personnes vont sur l'inventaire et vont vérifier qu'une enquête qu'ils connaissent a bien été répertoriée. Et si elle n'a pas été répertoriée, ils nous écrivent donc à l'adresse fawhogift@fao.org pour nous le dire, et ce qui nous permet de nous mettre en contact donc avec le propriétaire des données et d'insérer donc les informations sur ces enquêtes. Aussi de vérifier que les informations sont correctes, parce que parfois les données relatives à l'enquête ont été prises sur des publications, et c'est important pour nous qu'il y ait une vérification de la part du propriétaire. Et donc, on se met en contact avec les propriétaires, mais on n'a pas toujours eu de réponse. Donc, si vous pouvez vérifier, c'est très bien. Si vous pouvez envoyer le lien à la plateforme à d'autres personnes qui sont intéressées, c'est très bien aussi. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est si vous êtes un propriétaire de données et que vous avez envie de partager vraiment les microdonnées avec Gift et que vous vous mettez en contact avec nous. Donc, c'est arrivé hier suite au webinaire qu'on a fait en espagnol. Et donc, ça, c'est vraiment une contribution très importante. Et donc, j'espère que vous allez nous aider et que cette plateforme sera de plus en plus utile. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Nous l'espérons également. Vient d'arriver une demande de Olivia, mais je propose que vous, c'est très technique sur l'outil lui-même. Je propose que vous entriez en contact avec nos collègues à FAO-MS Gift pour clarifier cela. Voilà. Donc, nous avons fait le tour des questions. Encore un grand merci vraiment à Catherine et Pauline pour cette présentation qui a été vraiment très très enrichissante. Merci d'avoir participé à ce webinaire et partagé toutes ces informations avec nous. Nous, au niveau du secrétariat du réseau des Nations Unies, comme le disait Aaron dans l'introduction, nous sommes hébergés au PAM à Rome. Nous avons ici participé à cet effet boule de neige en communiquant au sujet de l'outil Gift OMS dans nos communiqués trimestriels qui partent aux collègues des Nations Unies dans tous les pays SUN. Et nous avons également encouragé ces collègues des Nations Unies à partager leur expérience, leur connaissance de l'outil avec les autres collègues des réseaux dans chacun des pays. Donc nous espérons que vraiment cette communication et ce partage va continuer pour remplir d'autant plus l'outil Gift. Je vous invite maintenant à prendre 5 minutes pour remplir un questionnaire sur vos impressions concernant ce webinaire et la plateforme Gift. Nous sommes très intéressés par vos commentaires, vos suggestions afin de pouvoir nous améliorer notre webinaire, et pour nos collègues dans l'équipe FAO OMS Gift de prendre en compte toutes vos suggestions, vos commentaires. Donc nous prendrons tout en compte afin d'évoluer l'outil Gift, et ma collègue Oli a partagé avec vous le lien pour pouvoir partager vos impressions et remplir ce questionnaire. J'en profite pour donner un grand merci à Aaron de Secure Nutrition
et avec lequel nous avons collaboré pendant vraiment plusieurs séries de webinaires, et c'est toujours un plaisir de travailler avec Aaron et l'équipe de Secure Nutrition. J'en profite pour remercier également ma collègue Olis Eduto pour avoir coordonné et rendu possible ce webinaire, que j'espère que vous avez bien apprécié. Les diapositives et l'enregistrement seront disponibles sur la page de Secure Nutrition afin que vous puissiez consulter et partager ces documents plus tard à votre guise. N'oubliez pas que ce webinaire a aussi été conduit, comme je vous l'ai dit précédemment, en anglais et en espagnol, et donc les mêmes informations que vous avez reçues sont disponibles dans ces deux langues. Voilà, j'en profite pour remercier encore tout le monde, remercier votre participation, et en vous souhaitant une bonne continuation, nous pourrons maintenant conclure ce webinaire. Merci encore et bonne continuation. Au revoir.